Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir au plateau Son Excellence Monsieur François Cornier-Delzius, ambassadeur de Belgique en Égypte. Bienvenue, Votre Excellence, à Nahel TV International et en direct. Merci beaucoup, Mona. Merci pour votre accueil. Merci à vous d'accepter notre invitation, de venir pour cette émission juste au lendemain de notre célébration de la 47e anniversaire de la victoire de 6 octobre. Et oui, en ce jour de congé et de fête, je voudrais vous féliciter et féliciter le peuple égyptien qui va avoir ce qu'en Belgique on adore, et c'est un long week-end. C'est vrai, et on commence, Votre Excellence, avec les premiers instants de votre séjour en Égypte, la présentation de votre lettre de créance et cette première rencontre avec Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Alors évidemment, c'est un moment très émouvant. Les Égyptiens ont prouvé leur amitié à la Belgique en me faisant voir très rapidement le président de la République, à peine une semaine après mon arrivée en poste. Donc ça, c'est un signal évidemment très, très positif. La cérémonie elle-même était évidemment très émouvante. Nous étions les 16 nouveaux ambassadeurs. Nous avons écouté nos hymnes nationaux, et je devrais féliciter la fanfare nationale parce qu'elle arrive à apprendre très rapidement et à jouer correctement des hymnes nationaux. Donc ce n'est pas si facile. Et puis ensuite, nous avons pu, chacun à notre tour, présenter les lettres de créance au président, ce qui est évidemment un grand moment dans la vie d'un diplomate. Alors, je tiens également à préciser que c'est une rencontre exclusive, première interview de Son Excellence Monsieur Delzius depuis son arrivée en Égypte comme ambassadeur de Belgique en Égypte, et on espère qu'il y aura des moments de rencontre beaucoup plus au cours de votre séjour, avec vraiment des relations étroites, tant comme elle était toujours entre la Belgique et l'Égypte. Et si on commence, Votre Excellence, avec les consultations entre les deux côtés, entre Bruxelles et le Caire, concernant les dossiers d'ordre commun, concernant les relations bilatérales sur le niveau politique et concernant les dossiers régionaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la Belgique et l'Égypte sont deux pays amis. Donc il y a des consultations, je dirais, régulières. Il y a eu très récemment une visite ministérielle. Il y a une visite également, il y a une rencontre du Premier ministre et du Président de la République en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a quelques mois de cela. Les contacts au niveau des administrations sont très fréquents. Donc je dirais que nous nous tenons informés de nos positions réciproques sur tous les sujets d'actualité. Et c'est important parce que l'Égypte est un partenaire de plus en plus important pour la sécurité du bassin méditerranéen. Très bien, alors je vous invite à regarder avec nous actuellement un commentaire concernant cette rencontre. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré lors de la rencontre le 23 septembre 2019 avec le Premier ministre belge à l'époque, Charles Michel, à New York, que l'Égypte tient à développer les mécanismes de coopération avec la Belgique dans tous les domaines. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte poursuivait la lutte contre l'immigration clandestine qui avait contribué à stopper le départ des flux migratoires depuis les côtes égyptiennes à partir de septembre 2016. C'est un sujet qu'on va débattre avec vous, Votre Excellence, également. Et ensuite de l'accueil des millions de réfugiés des pays voisins, arabes ou africains. Concernant cette rencontre, regardons ensemble ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi et Shahine Ismail. L'Égypte tient à développer les mécanismes de coopération avec la Belgique dans tous les domaines. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa rencontre lundi 23 septembre 2019 avec le Premier ministre belge Charles Michel à New York. Le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a indiqué que le chef de l'État avait félicité M. Michel de son élection président du Conseil d'Europe à partir du 2 décembre 2019.
en succession à Donald Tusk. Le président a loué les relations étroites entre l'Égypte et l'Union européenne, affichant son espoir de les voir se développer dans tous les domaines au niveau bilatéral ou au niveau des consultations sur les questions d'intérêt commun. Selon le porte-parole, le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivait la lutte contre l'immigration clandestine qui avait contribué à stopper le départ des flux migratoires depuis les côtes égyptiennes à partir de septembre 2016, ensuite de l'accueil des millions de réfugiés des pays voisins arabes et africains. Pour sa part, le Premier ministre belge a salué les relations distinguées liant les deux pays, soulignant que l'Égypte occupait une place spécifique auprès de l'Union européenne et était considérée comme un pilier vital de la paix et la stabilité régionale. La Belgique aspire à développer les relations bilatérales, notamment à la lumière du succès du programme de réforme économique et à l'amélioration croissante des indices économiques. M. Radi a rappelé que les débords avaient examiné le règlement des crises actuelles dans quelques pays, l'évolution de la cause palestinienne, à propos de laquelle le président Al-Sisi a affirmé qu'il tenait à la solution à deux États, à l'initiative arabe de paix et aux résolutions internationales étant fondamentales pour un règlement du conflit israélo-palestinien. On continue notre interview avec son Excellence Monsieur François Cornet-Delzius, ambassadeur de Belgique en Égypte. Et Votre Excellence, on a vu que les relations bilatérales entre la Belgique et l'Égypte vraiment sont des relations étroites et privilégiées concernant également les dossiers d'ordre commun et les dossiers régionaux. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ces consultations qui existent toujours et qui évoluent dans le bon sens concernant les dossiers d'intérêt commun? Alors, en matière de sécurité, la Belgique est un petit pays très au nord de l'Europe. Donc nous ne sommes pas, je dirais, des partenaires directs de sécurité avec l'Égypte. Néanmoins, nous sommes faisons partie de l'Union européenne et en tant que tel, le flanc sud de l'Union européenne est de plus en plus déstabilisé. On sait qu'il y a des mouvements djihadistes qui se répandent dans le Sahel. On sait qu'il y a des concurrences dans la mer Méditerranée. Et donc tout ceci fait que les consultations avec l'Égypte, dont le point de vue est important et dont le rôle de stabilité est très important également, nous tiennent à cœur. Et donc nous faisons ça régulièrement en ce qui concerne la Libye, en ce qui concerne aussi l'immigration, la question de l'immigration clandestine. Et ici, je tiens à souligner le rôle, je dirais, encore une fois, stabilisateur de l'Égypte, grand pays, grande puissance régionale, pour retenir, je dirais, les flux d'immigrés clandestins vers l'Europe, mais également, il faut noter la grande générosité des Égyptiens dans l'accueil des réfugiés, parce qu'il y en a beaucoup en Égypte qui viennent, c'est un pôle d'attraction. Ils sont reçus, je dirais, généreusement en Égypte, et ceci est noté également et apprécié aussi. Et si on passe aux relations bilatérales concernant le niveau économique et commercial entre l'Égypte et la Belgique, je crois qu'il existe vraiment de côtés de coopération vaste entre les deux pays concernant ce domaine. Alors oui, ça, l'économie, c'est notre grande affaire. Nous ne sommes pas des militaires très brillants. Par contre, nous produisons beaucoup de choses et nous aimons les vendre. Et donc, au fond, la Belgique et l'Égypte ont très, très tôt entretenu des relations commerciales. Non pas du temps des pharaons, mais en revanche, quand nous avons tous les deux secoué la tutelle de nos maîtres au XIXe siècle, très vite, la Belgique et l'Égypte ont noué des relations commerciales. Le premier consulat général belge date de 1838. Donc c'est vraiment très tôt. Et ce n'était pas pour rien, c'était pour pouvoir importer, exporter, faire du commerce. Et donc ça continue aujourd'hui à nous tenir à cœur. L'Égypte est notre deuxième marché au Moyen-Orient.
après l'Arabie saoudite. Et comme c'est un pays peuplé et dynamique, c'est appelé à prendre encore de l'importance. Donc c'est un marché en devenir pour nous. Et c'est pour ça que l'action des diplomates, de mon collègue à Bruxelles et de moi ici, est importante pour, je dirais, vendre l'Égypte en Belgique et vendre la Belgique en Égypte. Et n'oublions pas que les exportateurs belges d'aujourd'hui sont les investisseurs belges de demain. Oui. Alors, comme on a dit, les consultations entre les deux côtés existent toujours, même avec le défi du coronavirus. On a vu qu'il y a des consultations politiques organisées via visioconférence entre l'Égypte et la Belgique. C'était sous la conduite de l'ambassadeur Badr Abdelati, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires européennes, et également l'ambassadrice Annick Van Kalster, directrice générale aux affaires bilatérales du ministère des Affaires étrangères au Royaume de Belgique. Ils ont discuté de plusieurs sujets. Bien sûr, on a parlé de ce côté politique, et également ils sont convenus de l'importance des efforts internationaux concertés afin de vraiment arrêter la propagation du virus de Covid-19. Et les pourparlers ont également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales concernant les investissements directs et également les domaines de commerce et de l'agriculture, ainsi que les transports maritimes. Et je crois que là, on doit citer que vraiment la Belgique et les entreprises belges, ils ont vraiment l'expérience en ce qui concerne la direction ou la gestion des ports. Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que nous avons au milieu de la Belgique un énorme port qui est le port d'Anvers. C'est une chose magnifique à voir. Je me souviens quand j'étais petit, enfin quand j'étais jeune, j'allais avec mes amis voir le déchargement des bananes au port d'Anvers. Donc c'est vraiment quelque chose qui vit en Belgique. Et le port d'Anvers tisse des liens avec tous les ports du monde, mais notamment les ports en Afrique, parce que dans les 30 années qui vont venir, l'Afrique et en premier lieu l'Égypte sera un enjeu économique capital. Et donc le développement économique et industriel se fait autour des ports. L'Égypte l'a totalement bien compris, et donc nous voulons être absolument un acteur dans ce décollage à venir de l'Égypte. Oui, alors là, on peut citer également une relation gagnant-gagnant entre les deux pays. C'est que, soutenir l'économie en Égypte pour profiter également des opportunités d'investissement, surtout dans la zone économique du canal de Suez. Comment voyez-vous cette relation? Alors, la Belgique dispose d'une grande flotte commerciale, et donc le canal de Suez est important. L'Égypte a des ambitions de devenir un centre des hydrocarbures, un centre gazier. Le port d'Anvers a une des plus grosses secteurs de l'exploitation pétrolière, enfin de la pétrochimie en Europe et dans le monde. Donc là, il y a toutes sortes de choses à faire. Nous sommes également très importants dans le domaine du transport du gaz. Et donc là, c'est une opportunité que la Belgique ne veut pas manquer. L'Égypte va exploser économiquement dans les années qui viennent grâce à ces investissements courageux d'ailleurs, parce que cela demande beaucoup d'argent, cela demande de l'endettement, mais nous voulons être dans le coup, comme on dit en français. Oui, alors ce n'est pas uniquement la gestion des ports maritimes ou également l'énergie, mais également il existe d'autres domaines comme par exemple le développement des lacs, technologie de l'information, de l'intelligence artificielle et bien sûr le tourisme. Oui, alors le développement des lacs, par exemple, l'Égypte a soif de nouveaux territoires, mais ce n'est pas la seule. Le nord de l'Europe, la Hollande, la Belgique ont toujours eu soif de nouveaux territoires qu'elles ont repris sur la mer. Et donc ça, c'est quelque chose que nous savons faire, que nous aimons faire, et que nous pensons, là où nous pensons qu'il y a quelque chose vraiment à faire avec l'Égypte. Alors le tourisme, oui, le tourisme, évidemment, les Belges sont blancs
blancs comme des navets, il n'y a pas de soleil chez nous, nous avons besoin absolument de soleil, et non seulement nous avons besoin de soleil, mais l'histoire pharaonique est enseignée dans toutes les écoles en Belgique, et ça fait rêver tous les écoliers belges. Et donc l'Égypte et le ministre des Antiquités et du Tourisme, ce n'est pas un hasard, nous l'a encore montré magnifiquement à Saqqara le week-end dernier, l'Égypte veut occuper un créneau entre la culture et la détente et le soleil. Elle fait pour ça des nouveaux musées. C'est un créneau très intelligent, et nous espérons qu'après Covid, ça va porter ses fruits. Je tiens à cette occasion à remercier l'Égypte, parce qu'au moment de la crise du Covid, l'Égypte a été extraordinairement aimable et aidante pour rapatrier les touristes belges rapidement et efficacement. Je dois dire qu'avec cela, l'Égypte a gagné beaucoup de crédibilité en termes de destination touristique. On sait que quand on est en Belgique, nous avons quand les touristes belges arrivent en Égypte, ils ont des pouvoirs publics égyptiens qui sont prêts à les aider en cas de coup dur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, il y avait des vols exceptionnels qui ont été organisés afin de repatrier ceux qui veulent retourner en Belgique. Absolument. Alors, nous avons eu 140 000 touristes belges en Égypte en 2019. Ceci, évidemment, comparé à un quartier du Caire, ce n'est rien du tout. Comparé à la population belge, c'est déjà beaucoup plus important. Également, Votre Excellence a un volet très important des relations étroites et privilégiées entre les deux pays. Ce sont les relations culturelles et les échanges scientifiques entre les deux pays. Si on commence, c'est une relation qui date depuis des siècles. Moi, je me rappelle qu'il y a 3 ans, on a vu une exposition magnifique au sein du musée du Caire. C'était une exposition qui parle des visites royales belges en Égypte. Et il faut dire que vraiment, cette égyptomanie vraiment existe depuis longtemps. Et non seulement dans la population, mais au plus haut niveau. Oui. Parce que la reine Elisabeth était présente lors de l'ouverture du tombeau de Toutankhamon en 1922. Et de tout temps, la famille royale a eu beaucoup d'intérêt pour l'égyptologie. Mais il n'y a pas que. Et quand on a fait une exposition à la gare de Liège l'an dernier, l'exposition a fait salle comble pendant plusieurs mois d'affilée. Donc ça fait, encore une fois, les pharaons font rêver les Belges depuis très longtemps. Oui, je veux bien m'arrêter ici avec cette exposition de Toutankhamon qui a eu lieu à Liège, parce qu'au début, il y avait des voix qui disent qu'il ne fallait pas que cette collection traverse les frontières et passe en Europe ou aux États-Unis, parce qu'il faut que les touristes viennent découvrir. Mais avec le temps, on a découvert que c'était une très bonne décision. Ça a ressuscité cet amour pour l'Égypte, et vraiment on n'attendait pas à ce que cette réussite soit si importante que l'exposition a été prolongée encore. Oui, encore une fois, l'Égypte a sur cette question une politique très intelligente. Oui. En faisant sortir ces collections, elle attire évidemment de l'intérêt et des touristes. Nous avons en Belgique des collections égyptologiques absolument magnifiques. Nous avons au Musée royal d'art et d'histoire à Bruxelles une collection de classe, je dirais, mondiale, que les Belges ne connaissent pas assez, parce que vous savez, on va moins au musée, mais nous avons cela aussi. Nous avons 2 musées en fait, parce qu'à Marimont, au milieu du Pays Noir belge, il y a aussi une superbe collection et
une bibliothèque d'égyptologie de classe mondiale également à Bruxelles. Donc il y a la base pour entretenir l'intérêt des Belges sur l'égyptologie. Oui. Alors également un des projets qui reflète cette coopération étroite entre les deux pays concernant le côté culturel et architectural, on peut citer bien sûr la restauration du fameux palais du baron Pin. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. On peut citer que le baron Pin était le premier qui a eu l'idée de créer une ville au sein du désert du Caire, et une ville qui est devenue des banlieues chics de l'élite de l'Égypte, avec une architecture merveilleuse. Et lui également, il était sur place et a construit ce merveilleux palais. Alors, le palais en pin est d'un style aussi égyptien que moi je suis turc. Donc c'est un palais indien en fait. Cambodge, oui, tout à fait extraordinaire, mais c'est un palais qui avait été construit à l'époque avec les matériaux les plus révolutionnaires, les plus modernes à l'époque. Alors qu'effectivement, Héliopolis était également construite avec du béton, avec des matériaux modernes et desservie par le tramway. Ce qui était une chose extraordinaire à l'époque. Hein. C'était un des premiers tramways quand même, il faut le noter. C'était un des premiers tramways qui malheureusement a disparu, on peut le regretter. Mais le temps passe et il y a plus d'Égyptiens à transporter aujourd'hui qu'il y en avait il y a 100 ans. Mais oui, le baron en pin, il n'y a pas que lui. Savez-vous par exemple que le pont d'Imbaba, a été construit par une entreprise belge? Oui, en 1900... c'était vraiment un chef-d'œuvre, ce pont avec le fer forgé et tout. Effectivement. Et donc, je l'ai emprunté avec fierté il y a quelques jours. Et c'était construit par une entreprise belge en 1922. J'ai eu également l'occasion d'avoir une interview avec Madame Amélie Darsko, qui venait de la Belgique et qui avait écrit un livre concernant l'histoire d'Héliopolis, comment cette ville est née, puisqu'elle s'attache beaucoup à cet endroit du Caire, et elle donne des conférences concernant cette partie du Caire chère pour nous tous en Belgique et en Europe. Alors l'échange concernant l'architecture et la culture continue, et ça va continuer avec d'autres projets. Oui, absolument. C'est très actif. Il y a quatre chantiers de fouilles belges en Égypte, sur toutes les périodes, hein, la période préhistorique, la période évidemment pharaonique, la période grecque. Donc il y a quatre chantiers qui sont ouverts depuis 20 ans de restauration. Ce sont des choses qui s'étalent sur la durée, hein, ces entreprises. Il y a aussi, effectivement, un peu dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation également, pas assez, mais il y a aussi beaucoup de coopération. Nous avons peu d'étudiants égyptiens en Belgique, il doit y en avoir 400-500 en tout. Nous avons des études francophones, mais également en anglais. C'est une chose à faire. La Belgique est à un niveau, je dirais, moyen d'études qui est de très très bonne qualité. Alors, je vous invite avec nos chers téléspectateurs à regarder ce commentaire concernant le palais du baron Pin, situé au Caire, qui a réouvert ses portes le 29 juin 2020, après plusieurs années de travaux de restauration parrainés par l'Égypte et la Belgique. Et ces restaurations, ces opérations ont coûté 100 millions de livres égyptiennes. Ce palais fut édifié par, bien sûr, le fameux baron belge Édouard Louis-Joseph Empin entre 1907 et 1911, inspiré par le temple Angkor Wat au Cambodge. Les détails avec Sarah Maghrabi et Shahinaz Ismail. Le palais du baron Empin, situé dans le quartier huppé d'Héliopolis, à l'est de la capitale, a été construit entre 1907 et 1911 par le baron belge Édouard Empin. Inspiré du temple Angkor Wat au Cambodge, il marie les architectures hindoues et européennes.
Le palais du Baron Ampin a rouvert ses portes le 29 juin 2020, après plusieurs années de travaux de restauration qui ont coûté 100 millions de livres égyptiennes. Ce palais, qui se trouve au cours d'un des quartiers les plus chics du Caire, fut édifié par le belge baron Édouard Louis-Joseph Ampin entre 1907 et 1911, inspiré par le temple Angkor Wat au Cambodge. L'achèvement des travaux de rénovation a eu lieu suite à un accord signé avec le gouvernement belge en 2012. Grand passionné d'Égypte, le baron Ampin a ordonné la création du quartier d'Héliopolis avec ses bâtiments inspirés de différents types d'architecture. Mêlant entre l'architecture indo-européenne, le palais est connu pour la richesse de ses ornementations et décorations hors pair. L'assistante du ministre des Antiquités chargée des affaires muséologiques, Dr Nevi Nezar, a expliqué qu'à l'intérieur du palais, une collection de rares photos, d'archives, de cartes relatant l'histoire du quartier d'Héliopolis sont exposées. Et chers téléspectateurs, on continue notre interview exclusive avec son Excellence Monsieur François Cornier-Delzius, ambassadeur de Belgique en Égypte. Et comme on a vu, Votre Excellence, la restauration du Palais Ampin, c'est juste une étape sur un parcours de relations étroites concernant les relations culturelles. On était en train de parler de tout ce qui est archéologie et fouilles. Je crois que les chantiers de fouilles s'étalent sur l'Égypte entière, de Luxor et jusqu'au delta. Absolument. Nous en avons parlé il y a quelques minutes. Alors il y a le passé, et ça c'est le palais Ampin, mais il y a le futur, et ça c'est le Grand Musée du Caire, évidemment. C'est vrai. Le Grand Musée du Caire qui est construit, et c'est au fond très émouvant, par une entreprise belge qui s'appelle Besix et qui est contrôlée pour moitié par des capitaux égyptiens. Et je peux vous assurer que c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Et donc là, je crois que l'avenir pour les entreprises belges, ce sont aussi des joint ventures avec des partenaires dans des pays tels que l'Égypte. Ce sont des cultures d'entreprise qui, au fond, ne sont pas contraires du tout. Et donc c'est une bonne expérience. Donc quand les Égyptiens découvriront avec émotion leur nouveau musée, nous partagerons un peu de cette émotion. Alors c'est vrai que le Grand Musée du Caire, c'est un projet pharaonique mené par une société belge actuellement, et c'est une occasion pour l'échange également d'expertise en ce qui concerne ce domaine de construction et également de méga-projets tels que la construction du musée du Caire. En fait, à côté du bâtiment lui-même, est-ce qu'il existe d'autres protocoles de coopération avec le Grand Musée concernant les fouilles, peut-être les laboratoires de restauration ou d'études? Oui, il y a des coopérations ponctuelles avec un certain nombre d'universités belges. Et maintenant que cet outil extraordinaire du musée du Caire va s'ouvrir, il paraît que le centre de recherche, par exemple au sous-sol du musée, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc j'espère pouvoir attirer en Égypte les universités belges et faire vivre plus encore la coopération universitaire entre la Belgique et l'Égypte dans le domaine culturel. Oui, également, puisqu'on parle de tout ce qui est archéologie et fouilles, là, on cite également un des sites où une mission de fouilles qui travaillait vraiment sur la nécropole thébaine, c'est près de Luxor, et qui a pu révéler des chefs-d'œuvre de du nouvel empire pharaonique égyptien. Et à côté de cette découverte, il y a eu pas mal de livres sortis en Belgique qui parlent de cette découverte et de cette mission de fouille. Effectivement. C'est très émouvant. Alors, les fouilles d'aujourd'hui découvrent parfois des trésors. On a vu ces extraordinaires
momie découverte à Saqqara. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus, je dirais, modestes, mais tout aussi importantes pour découvrir comment vivaient les Égyptiens d'autrefois. Et donc pour cela aussi, c'est parfois un travail qui est peu visible, le travail des missions archéologiques, mais qui est extraordinairement important. Le système d'égouts, le système de l'organisation des maisons, la manière dont les gens se nourrissaient. Et donc on commence maintenant non seulement à être ébloui évidemment par les statues des pharaons, ces extraordinaires momies, sarcophages que l'on retrouve, mais également par cette civilisation vivante et extraordinairement évoluée qu'était l'Égypte antique. Et également, Votre Excellence, il existe une coopération étroite sur le niveau, comme on a dit, scientifique, puisque les dernières consultations via visioconférence a parlé également d'échanges d'expertise et d'informations concernant la lutte contre le Covid-19. Comment peut-on vraiment avoir une coopération mutuelle concernant ce dossier qui préoccupe le monde entier? Alors, la Belgique est un des plus grands centres mondiaux de recherche pharmaceutique. Ce n'est pas une recherche d'État, ce sont des entreprises qui sont établies en Belgique et qui fonctionnent en réseau. D'ailleurs, 30% de nos exportations vers l'Égypte est constituée par des produits chimiques et pharmaceutiques. Et donc, effectivement, tous les laboratoires en Belgique travaillent sur cette question du Covid. C'est une question très difficile, le Covid, parce que ça change de nature de pays en pays, de climat en climat. Et donc je dirais que c'est la première fois qu'il y a vraiment une coopération mondiale au niveau de la recherche sur le Covid. Et là-dessus, la Belgique et l'Égypte sont deux petits acteurs parmi beaucoup d'autres, mais nous finirons bien par vaincre cette vilaine maladie. Mais il existe un plan de travail concernant la période post-Covid-19 entre les deux pays, que ce soit sur le niveau de consultation politique ou les relations économiques et commerciales, ainsi que les échanges culturels et scientifiques. Je dirais un plan de travail formalisé, non, il n'y a pas de plan de travail formalisé. Mon collègue à Bruxelles et moi-même sommes en embuscade pour voir où sont les sujets qui pourraient nous intéresser. Par exemple, depuis que je suis en Égypte, il y a un sujet qui a l'air absolument passionnant, c'est celui de l'eau, de l'économie de l'eau. Comment réduire la consommation d'eau, comment assainir l'eau, comment désaliniser l'eau. Donc là, il y a un immense champ où la Belgique, qui a une expertise énorme, pourrait chercher à s'investir. La Belgique est également un pays d'embouchure de fleuves. Et donc nous sommes un petit pays, mais nous avons quand même l'embouchure de 2 fleuves. Et avec l'embouchure de ces fleuves, nous avons des organisations qui s'occupent de mettre ensemble les pays riverains et d'organiser des activités entre pays riverains des fleuves. Là aussi, il y a des choses à faire. Donc il n'y a pas je dirais, de plan quinquennal de développement des relations belgo-égyptiennes. C'est peut-être mieux. Par contre, il y a un certain nombre de gens qui sont aux aguets, d'hommes d'affaires, d'académiques, de diplomates, qui se connaissent entre eux, qui se téléphonent souvent, qui sont aux aguets et qui font vivre les idées. Oui, alors justement, il existe une forte volonté d'avoir plus de champs de coopération entre les deux pays, et non seulement dans le cadre des relations bilatérales, mais également plus large, puisque la Belgique fait partie de l'Union européenne, l'Égypte fait partie de plusieurs organisations régionales. On peut citer l'Union africaine, par exemple. Alors l'Égypte peut jouer un rôle comme étant au carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Selon vous, dans ce cadre plus vaste, plus large, comment peut-on envisager des relations très fructueuses entre les deux parties? Alors,
Notre histoire est différente. L'Égypte est un grand pays qui a vécu son histoire propre. La Belgique est un petit pays qui a besoin de ses voisins comme de pain. Quand les voisins s'entendent bien entre eux, nous pouvons leur vendre nos petites choses que nous sommes si bons à produire. Et nous sommes en paix et riches. Quand les voisins ne s'entendent pas entre eux, alors ils viennent souvent se faire la guerre chez nous, ce qui est de mauvais goût. Donc nous avons besoin de l'Union européenne et nous sommes pour ça je dirais des Européens enthousiastes. Les Belges sont des Européens enthousiastes. Et donc nous sommes pour une présence, c'était d'ailleurs mon précédent poste, j'étais ambassadeur à l'Union européenne pour la sécurité, les affaires étrangères et la défense. Et donc nous avons absolument besoin que l'Europe en tant que continent, ait des relations pacifiques avec les autres blocs continentaux, notamment avec l'Union africaine, mais également avec la Ligue arabe, qui a son siège au Caire, avec le Conseil de coopération du Golfe. Enfin, tout ça, nous sommes en faveur non seulement d'une économie ouverte et de relations, je dirais, active et dynamique de bloc commercial à bloc commercial, mais également de relations politiques. Et pour ça, l'Égypte, force tranquille au sein, à la croisée entre l'Afrique et l'Europe, est un acteur essentiel. Oui. Et également, la zone économique de Canal du Suez peut vraiment être la concrétisation de ces relations entre le Nord et le Sud, puisque à travers cette zone, il existe plusieurs projets économiques et également des centres de formation pour les jeunes Égyptiens afin de répondre au marché du travail. Et je crois que sur l'agenda des deux pays, il existe plusieurs projets qui peuvent contribuer à la réalisation de la réforme économique égyptienne. Nous avons beaucoup d'admiration pour la réforme, non seulement pour la réforme, mais aussi pour le peuple égyptien, parce que c'est dur. Donc poser les bases d'un développement économique sain, c'est dur. C'est dur pour la vie de tous les jours des Égyptiens. Mais au-delà de l'effort, il y a la récompense, et nous espérons effectivement que le développement industriel de l'Égypte va croître de manière très sérieuse dans les décennies qui viennent. Pour avoir un bon développement, il faut un bon système éducatif, et ça, l'Égypte, depuis l'indépendance, a beaucoup investi là-dedans. Il faut une main-d'œuvre au bon marché, et ça, l'Égypte a la main-d'œuvre au bon marché, et il faut de l'espace. Et ça, l'Égypte a de l'espace si elle arrive à le bonifier en réclamant des terres, en gérant l'eau, les ressources d'eau. Et donc, oui, il y a autour du canal de Suez la possibilité de faire une zone de croissance au niveau mondial. Et également, comment voyez-vous actuellement les étapes prises par l'Égypte afin de réaliser ce plan de réforme concernant non seulement la gouvernance, mais également d'ouvrir de nouveaux horizons, des perspectives avec des partenaires autour du monde entier, concernant toujours des relations qui peuvent aboutir à des résultats satisfaisants pour les deux côtés? Je pense que le commerce entre les deux pays dépend beaucoup du côté belge de petites entreprises, de petites et moyennes entreprises. Nos entreprises ne sont pas de taille vraiment mondiale en Belgique, ce sont des petites entreprises familiales actives. En attirant ces gens-là en Égypte, il se peut qu'il y ait tout d'un coup des géants qui naissent, comme Besix et Orascom. Donc il se peut qu'il y ait des géants qui naissent. Il se peut qu'il y ait des gens qui viennent investir, des petites entreprises qui viennent investir en Égypte pour exploiter le marché local qui est naissant. Donc je vois un futur intéressant pour ces
ces exportateurs et ces entrepreneurs qui n'ont l'air de rien, mais qui viennent en Égypte. Pour ça, évidemment, il faut que ça se passe bien au niveau financier. Il faut que les exportateurs belges soient payés et que, de ce point de vue-là, ça suive, évidemment. Parce que... oui, malheureusement, on ne peut pas citer vraiment les noms de compagnies, sinon on pouvait avoir toute une liste des deux côtés des entreprises qui travaillent sur l'investissement direct. Mais je voudrais également parler des institutions belges et européennes qui soutiennent la croissance et le développement durable. Il existe des agences dépendantes de l'État qui vraiment sont là afin de soutenir ces efforts d'amélioration et de réforme. Le développement durable est devenu une cause nationale, non seulement en Belgique, mais également en Europe. Oui. Ceci veut dire, par exemple, que nous voulons avoir des véhicules toujours moins polluants. Et donc, il y a un effort considérable pour décarboner l'économie en Égypte, assainir l'air, assainir la qualité de l'environnement. Il y a évidemment toutes sortes d'agences qui s'occupent de cela en Égypte. Je ne sais pas pourquoi il me vient à l'esprit, non, en Belgique, je m'excuse, il me vient à l'esprit une agence qui s'occupe par exemple aussi des pôles, du pôle sud. Donc la Belgique a un grand passé dans le pôle sud, académique, de recherche. Et là, il y a effectivement toute une spécialisation qui existe dans, là aussi, la gestion des eaux, la gestion de la calotte glaciaire. Ceci peut aussi avoir des effets indirects. Des effets indirects sur non seulement le niveau des eaux, mais également l'eau qui est disponible dans le monde et en Égypte. Oui. J'aimerais bien également parler de cette expérience en Belgique pour s'inspirer de comment on respecte non seulement le climat ou les projets anti-pollution, mais également il existe des initiatives, comme on les appelle, des initiatives vertes, qui vraiment sont là afin de sauver toute la planète. Oui. La jeunesse belge est très concernée par le climat. Elle a raison de l'être, vous savez. Elle a raison de l'être. Et il y a effectivement un certain nombre d'initiatives citoyennes qui naissent de la base et qui ont pour objet soit au niveau local, soit au niveau, je dirais, global, d'introduire des nouvelles idées en ce qui concerne le climat et l'environnement. Dans ma région, on fait des arbres. Dans ma région d'origine, nous venons d'une famille, je dirais, campagnarde, et nous plantons des arbres. Et nous sentons les effets du réchauffement climatique parce que les arbres meurent, les frênes, les hêtres, les épicéas meurent. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que le climat se réchauffe. Et donc il est urgent effectivement d'agir sur le climat et ça je crois que l'ensemble de la population belge l'a compris et s'investit là-dedans. Je voudrais également, avant de passer à une question vraiment fascinante concernant l'expérience belge, de parler encore une fois des relations économiques et commerciales en parlant de balance de exportation et importation. L'Égypte est parmi la liste favoris pour la Belgique pour les importations de pommes de terre, parmi autres, je crois, et qu'il existe également un échange commercial de produits de luxe entre les deux pays, entre autres. La pomme de terre, c'est très inattendu. C'est très inattendu parce que les Belges ont toujours fait des pommes de terre et sont les plus gros consommateurs mondiaux de frites.
Oui. Justement, alors peut-être qu'il y aura un plan concernant l'importation et l'exportation concernant les frites et maillots, peut-être. Mais ce qui arrive de temps en temps en Belgique, c'est que quand on mange beaucoup de frites, on en produit aussi beaucoup. Et donc les plus grands producteurs de frites surgelées dans le monde, par exemple, sont belges. C'est vrai. Et donc on a besoin de pommes de terre. Et donc on les importe un peu de partout. Et en Égypte, il y a maintenant, depuis quelques années, un secteur agroalimentaire qui a pris des proportions tout à fait extraordinaires. Vous citiez les fraises, oui. Les frites, les pommes de terre, ce qui est tout à fait étonnant quand même. Oui. Les oranges. Si je parle des pommes de terre, c'est que depuis quelques années, parce qu'il y avait des restrictions concernant les importations de pommes de terre venant de l'Égypte en Europe, mais ces dernières années, ces restrictions ont été levées graduellement et qu'il existe sur la liste très étroite, très révisée par l'Union européenne des produits et des légumes et fruits venant d'autrui. Il existe les oranges et il existe les fraises, des saisons, oui ou pas, concernant les pommes de terre. Et si je les citais, c'est parce que je sais très bien qu'en Belgique, c'est essentiel. Voilà, vous m'impressionnez par votre connaissance des réalités jusqu'au niveau le plus pointu. Alors, le système européen est un système qui est là pour produire, pour nourrir les Européens, mais également pour protéger les agriculteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu dans le passé, effectivement, un certain nombre de quotas qui avaient été mis. Ce système évolue, et ce système évolue vers un système qui au fond, promeut une espèce d'agriculture intégrée qui a aussi comme but de maintenir le paysage, de favoriser le tourisme, de maintenir l'environnement. Et donc l'agriculteur aujourd'hui, et j'en parle aisément parce que je suis également agriculteur, en plus d'être diplomate, je produis notamment des pommes de terre, et donc je dois craindre la concurrence égyptienne. Mais effectivement, l'agriculteur en Belgique est devenu quelqu'un qui s'occupe de la campagne. Oui. Et non seulement quelqu'un qui produit le plus possible. C'est également une expérience vraiment à inspirer et peut-être à appliquer en Égypte concernant également la protection de nos produits, nos fruits et légumes. Et ça nous mène à parler d'une autre expérience vraiment impressionnante, celle de l'expérience fédérale en Belgique. C'est une expérience qui a réussi et qui impressionne, c'est l'harmonie de la coexistence. Alors, là encore, la Belgique est un pays très différent de l'Égypte. L'Égypte c'est un bloc, c'est une réalité. Et les Égyptiens n'ont jamais mis en question leur identité nationale. La Belgique, c'est une affaire un peu différente. Nous sommes au confluent européen entre le nord et le sud, entre les catholiques et les protestants, entre les langues germaniques et les langues latines. Et donc c'est un pays qui est totalement plat. Et donc c'est un pays qui est vraiment ouvert à toutes les influences. Et donc l'identité, je dirais, nationale ne va pas de soi, puisque c'est une terre d'échange. Et donc cela veut dire qu'il nous faut un système qui est compliqué, mais où chacun a sa place. Oui. Et donc c'est un système qui est véritablement, oui, c'est un système qui est parfois véritablement compliqué. Nous avons différentes structures de pouvoir, c'est assez cher, mais nous produisons suffisamment de pommes de terre pour nous l'offrir. Mais je dirais que c'est un système qui promeut le dialogue à tous les niveaux. Communale, une démocratie communale extrêmement active, régionale, communautaire, nationale, et on se bagarre beaucoup, mais on finit toujours par s'entendre. Oui, c'est l'harmonie totale. Ce n'est pas l'harmonie totale, malheureusement. Qui règne à la fin, après ces discussions ou ces échanges entre vraiment les partenaires d'une seule patrie.
Et monsieur l'ambassadeur François Cornet-Delzius, ambassadeur de Belgique en Égypte, je tiens à vous remercier infiniment de nous avoir accordé cette interview et vraiment cette rencontre qui est exclusive et chère pour nous sur Nile TV International. Mille merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Mona pour l'accueil de Nile TV et merci aux Égyptiens pour l'accueil qu'ils font aux ambassadeurs étrangers et à l'ambassadeur de Belgique en particulier. Mille merci à vous. On espère bien vous retrouver à plusieurs reprises sur notre écran de Nile TV International. Mille merci. Chers téléspectateurs, on termine ainsi notre édition de direct, rencontre exclusive avec Monsieur François Cornet-Delzius, son Excellence l'ambassadeur de Belgique en Égypte. Mille merci pour vous et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.